Bonjour, je m'appelle Mark Meggs et comme vous pouvez voir, je suis historien de l'histoire américaine à l'Université de Paris Diderot, mais je suis aussi historien de l'image parfois et l'historien des représentations historiques. Donc, je ne suis pas tout à fait historien de l'art, mais de temps en temps, je traverse ces barrières et Jeff Koons nous a donné la permission et j'embrasse cette opportunité. Et aussi, je suis petit-neveu de Mary Cassatt, qui me donne une sorte de légitimité non méritée, autorité non méritée pour parler d'elle, quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant les organisateurs d'avoir m'invité à ce immense colloque et conférence. J'ai préparé mon discours en anglais. Je vais parler en français parce qu'il me semble que vous êtes... je vois les têtes qui font ce signe, donc très bien, je vais donner mon discours en français, mais je suis obligé de me traduire comme je procède, et ça risque d'être plus long et peut-être pas aussi spirituel. On peut essayer d'être assez spirituel quand même. Ce que je vais dire est assez simple et c'est pas très très différent des choses que vous pouvez, les renseignements, les analyses de Mary Cassatt que vous avez déjà lues peut-être dans les ouvrages nombrables sur cette peinture, les ouvrages de Nancy Matthews et Nancy Hale, Frederick Sweet, Wenda Corn et Sally Webster. J'ai travaillé, j'ai bien étudié ces ouvrages pour cette conférence. Mais si j'ai un peu d'originalité, c'est parce que je commence avec un tableau qu'ils n'ont pas vu. Et je commence avec ce tableau ici, et je crois que vous n'avez pas vu ce tableau non plus. Et ça, c'est le titre de ce tableau, c'est The Church at Jouy. C'est comme ça qu'on a écrit le nom du village, mais je trouve pas ce village sur la carte, et je crois que vraiment c'est G-O-U-Y. Mais c'était dans le catalogue d'une exposition à le musée de l'art à Philadelphie et qu'on a employé ce titre, donc je le laisse là. Et c'est pas connu. Mais ce qui est intéressant, ce tableau est intéressant et je commence avec ce tableau parce que c'est le seul tableau paysage de Mary Cassatt de ma connaissance, et c'est le seul dans le catalogue raisonné de Madame Briskin de 1970. Et donc je commence avec ce tableau pour placer la nature dans l'ouvrage de Mary Cassatt, pour commencer mon interrogation sur la place de la nature dans l'ouvrage de Mary Cassatt. Et voilà le commencement de mon analyse. Et pour moi, ce tableau est important parce que c'était toujours dans le salon de ma mère pendant toute ma vie, jusqu'au moment de sa mort. Et à ce moment-là, elle a donné le tableau à ma sœur, et maintenant c'est dans la maison de ma sœur. Et donc, pendant toute ma vie, Mary Cassatt, merci monsieur, Mary Cassatt est un paysagiste potentiel parce que
ce tableau a occupé une place importante dans notre salon. Mais pour vous, elle n'est pas du tout une paysagiste. Elle est la peintre des enfants et des femmes. Donc la relation entre paysage ou entre nature et les ouvrages de Mary Cassatt, j'ai eu l'idée que peut-être c'est un tableau du commencement de sa carrière, influencé probablement pour l'école Barbizon, et aussi l'ami de Mary Cassatt, Camille Pissarro, qui a peint les églises un peu comme ça, au nord et à l'ouest de Paris. J'ai pas une église de Pissarro avec moi, mais parce que j'ai pas une reproduction suffisamment bonne pour vous, mais j'ai ça, qui est le jardin de Maubuisson à Pontoise, et c'est pas loin de Jouy. Et aussi, ça a une certaine relation avec le tableau de Mary Cassatt. Les arbres sont peints dans une manière très libre, et ces arbres divisent le tableau entre la partie plate et cultivée et la partie du village. Et le village, les bâtiments sont baignés dans la lumière du soleil et sont sont devenus les formes géométriques très solides et blanchies par le soleil. Et ils forment une sorte de pyramide derrière dans les deux tableaux, et ce qui donne un peu de mesure à ce pyramide derrière dans les deux tableaux. Je vais vous montrer l'autre. C'est la présence des figures, une figure chez Mary Cassatt et plusieurs dans le tableau de Pissarro. Le tableau de Pissarro, ce tableau de Pissarro est peint en 1869. À ce moment-là, Mary Cassatt était déjà acceptée plusieurs fois au salon. Elle n'a pas fait la connaissance de Pissarro à ce moment, mais elle a connu ces églises et ces villages au nord de Paris. Elle a suivi des cours avec Thomas Couture en 1969. Entre 70 et 64, elle a quitté la France à cause de la guerre avec la Prussie. Et en retour, en 74, c'est à ce moment-là qu'elle a un tableau reconnu au salon par Edgar Degas. Il a vu son tableau et elle a dit « Tiens, voilà quelqu'un qui pense comme moi, c'est la vérité ». Je paraphrase parce que j'ai de l'anglais devant moi. Et tout. Mais il a dit quelque chose comme ça, et c'était un grand moment dans la carrière de Mary Cassatt, parce qu'à cause de son introduction à Degas, elle a fait connaissance avec ses amis, Pissarro inclus. Donc, j'ai eu l'idée que peut-être ce tableau est de cette époque-là. Et c'est un tableau qui représente une sorte d'expérience dans la peinture qu'elle a rejetée pour se lancer dans les tableaux que vous connaissez. Et je vais vous montrer un exemple. Elle a créé un style vraiment reconnaissable, et vous pouvez voir les influences de Manet et Degas ici, je crois. Et ce tableau, c'est dans la loge, et c'est peint en 1878. Donc, et il y a un homme qui regarde cette femme, mais elle est certainement habillée pour être regardée, mais elle a un regard aussi, et elle regarde avec détermination le devant, la scène du théâtre. Elle n'est pas là pour voir des hommes, elle est là pour la culture. Et donc c'est une sorte de style de Mary Cassatt
qui l'a donné beaucoup de succès. C'est un regard culturel, déterminé, mais non exactement confrontation, beaucoup de détermination, mais pas de confrontation. Et bien sûr, vous avez remarqué, il y a un manque de la nature ici. Donc, c'était pas sa première style impressionniste. C'était pas dans ce style que je dois chercher la nature dans ces tableaux. Et aussi, j'ai regardé, donc j'ai rejeté cette notion, et j'ai regardé dans le catalogue de Madame Briskin, et j'ai trouvé que mon tableau, le paysage, l'unique paysage de Mary Cassatt, ce paysage un peu dans le style Barbizon, est peint en 1892. Et donc, le tableau que j'ai montré à vous, je vais vous montrer si vous voulez, n'est pas une expérience au début de sa carrière et oubliée, mais c'est une expérience récente ou tardive dans sa carrière, ou peut-être une expérience ou une notion ressuscitée en 1892. Et donc, ce que je vais essayer de faire pour vous, c'est de voir ce tableau comme une partie de sa gymnastique mentale et artistique qu'elle s'est imposée dans les années 1890, 11, 12 et 13, période connue pour la transition vers sa dernière style mature, souvent appelé symboliste. Et il y avait deux grands projets qu'elle a entretenus à ce moment qui montrent cette transformation. La première, c'est elle était énormément stimulée par l'immense exposition japonaise dans les écoles des beaux-arts en 1890, une exposition des étampes japonaises. Et son enthousiasme pour ces étampes était partagé avec Degas et d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé la série de 10 étampes qui sont souvent considérées comme son œuvre le plus originale, sa contribution à l'art, l'histoire de l'art le plus original. Et j'ai un exemple d'un de ces étampes que vous connaissez probablement. Comme certains livres des étampes japonais, ces 10 étampes à elle suivent les heures de la jour dans une manière un peu aléatoire. Il y a des femmes assez ordinaires, mais c'est des femmes bourgeoises, les femmes bien entretenues, les femmes qui s'occupent bien de leur vie, et ils prennent leur bain, ils s'habillent, elles écrivent les lettres, elles font la toilette de leurs enfants, elles boivent du thé, et ici, une femme sort avec peut-être c'est la bonne et son enfant pour une visite ou pour faire des courses dans un tramway qui traverse la Seine. Et je l'avais choisi parce que l'influence japonaise est très, très, très évidente. Il y a un devant et il y a un derrière, il y a un arrière-plan, mais les deux espaces sont un peu aplatis. La perspective est aplatie et c'est très facile à voir. Aussi, c'est une scène de la vie moderne à Paris, une vie que nous connaissons tous, les épreuves de la transport en public, où une femme peut être regardée par un homme ou de très près, et elle peut regarder autour d'elle aussi à des gens, à la mode, le paysage. Mais ici, on n'a que des femmes, mais dans une version avant,
avant cette version terminale, il y avait un homme à côté de la femme qui porte l'enfant, un homme avec un chapeau haute forme, et peut-être ce monsieur est toujours visible dans le regard de la femme avec l'immense chapeau. Peut-être c'est l'ombre de cet homme disparu qu'elle regarde, mais peut-être pas. Peut-être elle regarde le paysage, elle regarde autour d'elle. Et finalement, j'ai choisi ce tableau parce qu'il y a un peu de paysage là-dedans. Vous voyez la Seine derrière, et vous voyez, je suppose c'est un des jardins à côté de la Seine, et vous voyez un pont derrière, un péniche, je crois. L'autre grand événement dans la vie de Mary Cassatt dans les années 90, le commencement des années 90, c'était la commission qu'elle a reçue de Sarah Tyson Hallowell qui a tendu la commission pour Bertha Honoré Palmer, présidente de la Board of Lady Managers of the World Columbian Exhibition in Chicago, on peut dire l'exposition universelle de 1893 à Chicago. La commission, c'était pour un tableau mural, merci. Pour un tympanum, et ça c'est une sorte d'arche sous un toit à l'entrée d'une immense pièce. Si on a une arche là, à la place de cette sorte de balustrade, c'est peut-être un tympanum. Elle était invitée de peindre un immense tableau pour ça, qui va représenter la vie des femmes modernes. Et un autre peintre, femme, c'était Mary McMonnies, elle était invitée de faire l'autre tympanum. Il y avait deux dans cette immense pièce, dans le Women's Pavilion à Chicago. Et elle était invitée, Madame McMonnies était invitée à peindre les femmes antiques. Et Mary Cassatt était choisie parce qu'elle est devenue la peintre des femmes modernes, et Madame McMonnies était choisie parce qu'elle a travaillé avec Puvis de Chauvin, le peintre des murales de l'époque, très connu, et aussi elle a peint ce genre de choses avant. Donc, elle était là. Sa peinture à elle a été une peinture des femmes nature, grande nature, de la taille des humains, et des femmes un peu dans une situation de servitude. Elles portent de l'eau, elles portent des enfants. Elle fait tout gracieusement dans le tableau de Madame McMonnies, mais son tableau a cet aspect calqué de l'Antiquité. Le projet de Mary Cassatt était un peu plus difficile de choisir quelle image à créer pour la femme moderne. C'était une tâche pas évidente. Et c'était une tâche immense. Le tableau était 64 pieds de longueur. Vous divisez par 3 pour avoir les mètres à peu près. Donc ça fait 21 mètres à peu près. Par 15 pieds d'auteur, ça fait à peu près 5 mètres d'auteur. Donc c'était immense. Et c'était installé à 48 pieds, ça veut dire 16 mètres en haut. Donc vous pouvez imaginer une pièce plus grande qu'ici.
Et aujourd'hui, on connaît ce tableau uniquement par les reproductions qu'on peut trouver dans le livre de l'exposition de l'époque, les photographies rendues en gravure, et aussi dans les magazines de l'époque. Et voilà voilà le tableau. C'est pas des photographies de très bonne qualité. Et même oui. Et même si on est vraiment charitable, on a difficulté à lire certains aspects du tableau de Mary Cassatt. Mais je vais vous expliquer comment ça marche. À gauche, c'est les jeunes filles qui cherchent la notoriété, le reconnu et la fortune. Et le renommé est incarné par une femme nue qui flotte dans l'air. Mais pour vous, cette femme nue ressemble à une sorte de cerf-volant, il me semble. Mais c'est pas un cerf-volant, c'est une sorte d'être divine qui flotte dans l'air devant ses filles. Et derrière ces filles, on a des canards ou peut-être des oies qui chassent les filles. Et Mary Cassatt, à l'époque, elle a dit sa mère a écrit à son frère de cet été où elle a fait cette peinture qu'elle chasse le reconnu et la fortune aussi. Donc peut-être c'est une sorte de moment autobiographique. Et Sally Webster, le historien de ce tableau, qui a consacré tout un livre à ce tableau, trouve que c'est une image de la liberté et la modernité. Et elle attire notre attention aux vêtements modernes. C'est des robes sans corset, c'est des robes un peu libres qui laissent la femme moderne ou la fille moderne courir comme elle veut. Mais d'autres, et au milieu, on a les femmes qui recueillent. Maybe j'ai un autre. Ah oui. Il y avait d'autres personnes qui n'ont pas été aussi généreux que Madame Webster, que Sally Webster. Ils étaient un peu cyniques et ils ont dit que ces femmes modernes sont habillées par Charles Worth. Et ils se demandent pourquoi on a des canards et des oies qui chassent les filles. Et ils ont trouvé les couleurs un peu stridentes. Et je vais vous montrer. Voilà les filles, mais d'élargir le tableau n'ajoute pas grand-chose à l'affaire. Voilà une reproduction faite dans une magazine de l'époque en couleur, et donc on peut voir les couleurs un peu acides, un peu stridentes du tableau, et ces couleurs étaient critiquées aussi. Mais vous pouvez voir là, il me semble aussi l'effet japonisant, une perspective un peu aplati et un peu étrange. Et vous pouvez voir derrière un lignée d'arbres fruitiers, et les filles sont là, les jeunes femmes sont là pour recueillir ces pommes. Et le titre du tableau, c'est Young Women Pluck the Fruit of Science and Art. Ça a renversé évidemment l'histoire d'Adam et Ève. Oui, il recueille les pommes, mais heureusement il n'y a pas d'homme pour faire des problèmes. Et ils vont profiter de la connaissance de la science et art. Le tableau final, la partie finale, montre music, art and dancing, la musique, l'art et la danse. Et vous pouvez voir les trois filles, une joue un instrument, ça c'est musique sûrement, ça joue avec sa robe,
Et ça, c'est un peu étrange, on peut dire, mais apparemment, c'est un geste d'une danse qui est devenu intéressant. Il y avait une danseuse qui a inventé ce danse à Paris à ce moment. Et ça prend les gestes de la gymnastique féminine qui était enseignée dans les écoles, dans les universités et les collèges pour femmes aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Et c'était transformé en danse juste au début des années 90. Et Marie Cassatt était au courant de ça. Et cette gymnastique qui devient danse était une expression de la liberté du corps féminin et aussi de la santé féminine et le pouvoir qu'une femme peut avoir sur sa santé. La femme qui représente de l'art, elle ne fait rien, elle observe, mais la composition ressemble un peu finalement avec les trois personnages, un de ces tableaux de Renaissance où on a une leçon de musique, où on apprécie la musique, mais encore sans homme, sans homme et c'est les femmes qui vont profiter de ces arts. Et bien sûr, cet vocabulaire de danse gymnastique était contre le vocabulaire du danse classique, le ballet classique, qui était plus rigide et où les jambes et les corps des femmes étaient plus exposés. Le banjo, l'instrument joué par l'autre fille, était considéré comme très moderne à l'époque aussi et un instrument adapté aux femmes. Donc on a ici un monde culturel des femmes où certaines font la danse ou font la musique et d'autres femmes observent. C'est décidément moderne en symboles et détails et vêtements et les couleurs aussi et cette perspective plate. La nature, encore la nature est là, et on voit derrière les arbres dans l'horizon, on a une petite arbre à côté, mais la nature manque un peu ici toujours. Ce tableau était extrêmement critiqué et Madame Palmer, quand elle a vu le tableau, quand c'est arrivé à Chicago, elle a dit que c'était un des plus beaux objets qui est arrivé pour son inspection. Elle s'est exprimée très contente et elle a dit aussi, dans une manière un peu ambiguë, et finalement, on n'est pas obligé d'insister sur la partie symbolique ou la partie la partie symbolique du tableau, qui me semble un peu étrange parce que la partie symbolique est tellement importante, tellement importante. Marie Cassatt a réécrit Madame Palmer. Merci pour votre mot, Madame Palmer. Je suis content que vous appréciez la beauté du tableau, mais j'ai aucune illusion. Une fois c'est monté à 48 pieds au-dessus du parquet, personne ne va le voir. C'était critiqué. Donc ça c'est Madame Palmer qui était le plus enthousiaste. Madame McMonnies a fait objection aux bordures que Marie Cassatt a ajoutées. Vous voyez, il y a une large bordure décorative qu'elle a fait. Elle a fait ça pour réduire la place de la composition, mais aussi parce que ça ressemble à les bordures faites autour de certains tableaux de la Renaissance italienne à Parme, où elle a fait du travail dans son éducation artistique.
Mais Madame McManus a trouvé que ça a déséquilibré les deux tableaux. Il avait un autre problème avec les deux tableaux. Les figures de Mary Cassatt sont plus petites que les figures de Madame McManus. Les figures de Madame McManus remplissent leur scène et donc ils sont plus larges. Donc il y a ce déséquilibre-là. Et aussi les couleurs choisies par Mary Cassatt, modernes, vifs, un peu stridents, n'étaient pas très harmonieuses avec les couleurs choisies par Madame McManus. Aussi, les critiques officielles a fait des objections à ces couleurs qui étaient en désharmonie avec les couleurs de la pièce. Ils ont aussi dit que c'est pas possible de lire le tableau, les symboles étaient trop petits, et ils ont parlé de cette femme nue qui représente le renommé comme une femme avec un queue de cheveux qui traîne derrière elle. C'est pas très joli comme expression. Ils ont remarqué les couleurs qu'ils n'ont pas aimées. Et ils ont même dit qu'elle a fait cette immense bordure pour éviter à faire un tableau digne de l'exposition. Elle a réduit la taille de son travail selon certaines critiques. Donc c'est un peu sévère finalement. Mais Mary Cassatt était contente de ce travail. Elle a dit qu'elle était heureux d'avoir fait cette expérience pour la publicité, mais aussi pour je crois, pour cet effort qu'elle a fait à trouver des symboles de ce modernisme. Mais c'est difficile de comprendre comment elle a eu elle a maintenu cette ligne, cette notion positive de l'expérience après les critiques sévères, mais on le comprend une fois on voit ce qu'elle a fait avec ce tableau après. Parce qu'elle a retravaillé ces thèmes dans un certain nombre de tableaux qui sont devenus les tableaux très célèbres d'elle, où elle a mis ensemble la thème où les femmes recueillent les fruits. Il a ici Young Woman Picking Fruit, et vous voyez la date est juste au même moment qu'elle a peint le grand tableau mural. Et ici, on a un autre, elle a un enfant et une femme, et je vais expliquer encore ici. Ici, une jeune femme donne des fruits à son compagnon, à son ami, qui est un peu plus âgé. Et ici, elle aide son enfant ou l'enfant à trouver une pomme. Donc, ces symboles sont un peu lourds encore. C'est Ève, on prend la pomme de la connaissance, et c'est aussi la transmission de la connaissance d'une génération à l'autre et à une autre. Il y a 3 générations représentées dans ces 2 tableaux. Aussi, c'est moderne, ces robes sont des robes rationnelles, sans corset, riches. Donc elle prend un plaisir évident à les peindre. Vous pouvez voir les détails de ces tissus. Et dans ces tableaux, le symbolique, la partie de symbole n'est pas aussi lourde, parce que les détails individuels de les modèles sont visibles. Cette femme-là, c'est plus facile de voir ici, cette femme-là
ne peut pas être un symbole de quelque chose. Et elle représente elle-même. C'est un portrait d'une voisine ou d'une amie ou de quelqu'un du village. Elle n'est pas là pour sa beauté ou pour son intelligence. Elle est là pour son esprit individualiste ou son esprit féminin. Et apparemment, c'est le même modèle ici. Sally Webster insiste que c'est les mêmes modèles et je suis d'accord avec elle. Ça va. Et c'est cette femme avec les cheveux roux. Et elle a un visage intéressante pour son individualité. Et elle est dans ces deux tableaux. Et aussi, selon Sally Webster, elle est ici aussi, dans un autre de ces tableaux de cette époque où on dit symbolique, du style symboliste. Aussi, Mary Cassatt a fait ici un de ces dry point aquatins, c'est un de ces étampes colorées avec les mêmes motifs. Et ici, on a bien sûr la leçon de banjo. Donc, elle a retravaillé ces motifs du grand tableau moral de Chicago. Et dans ces quelques tableaux où elle a fait ce travail, elle a mis la nature, les femmes et l'esprit de ces femmes, la psychologie de ces femmes, cette individualité des femmes ensemble. Donc on a la symbole et les portraits. Elle a les symboles, la partie symbolique, transmission de connaissances d'une femme à une autre, d'une génération à une autre, et aussi elle a maintenu ce qu'elle était toujours son grand talent dans la peinture, la spécificité de ces modèles, où ces modèles ne sont jamais la beauté ou la maternité ou quoi que ce soit comme symbolique, mais ces modèles sont toujours elles-mêmes. Et même dans la leçon de banjo, oui, une femme, c'est la transmission de la musique à une autre femme plus jeune, mais je crois que vous pouvez voir, même dans un étampe, l'individualité de ces femmes enlève tout soupçon de prétention ou de sentimentalité de ces tableaux. Et ce dernier, c'est la Madone, c'est la famille sainte, mais avec une fille avec cheveux roux à la place de Jean-Baptiste. Et Mary Cassatt est souvent critiquée pour avoir peint les enfants les plus laids qu'on peut imaginer. Et celui-là n'est pas un enfant choisi pour être beau, mais il est choisi pour être lui-même. Et on peut dire la même chose pour la femme. Et moi, je veux conclure en dire que c'est cette période en 1890 à 1993 où Mary Cassatt a mis nature, symbole et portrait de femmes et enfants ensemble dans son dernier et peut-être son meilleur style. Ce tableau est d'une composition remarquable. Le dos de la chaise est le reflet, dans un sens, de cette piste, ce petit chemin qui amène dans les arbres. Donc la domesticité de la petite famille amène dans la nature. La nature est là comme arrière-plan sûrement, mais absolument nécessaire pour nourrir
et pour conforter cette scène. Et on peut voir ça encore plus dans mon dernier tableau de Family Group Reading, ou le livre d'images, où la nature est plus présente, mais ce n'est pas un paysage toujours, c'est une nature derrière ces femmes. Et ça a commencé, cette place de la nature dans ces tableaux a commencé, et je vais insister, avec ce tableau de même époque, et peut-être avec le même modèle. Une femme avec cheveux roux qui est à côté d'un arbre qui attend les fruits. La femme a une panier ou un sac pour recueillir ces fruits qu'elle attend. Et Marie Cassatt va planter d'autres arbres derrière elle et on va attendre tous pour le fruit. Merci à vous tous.